À Québec, les citoyens le considéraient comme un héros. Mais le sergent à la gâchette facile avait une vie cachée qui mènera à l'un des drames les plus terribles de l'histoire policière du pays. Son nom, Serge Lefebvre, policier. Serge Lefebvre était un homme qui n'avait pas une réputation de tireur. Mais tout le monde savait qu'il aimait jouer avec son arme de service. Ouais, ça va, ça va. Serge Lefebvre se voyait comme étant quelqu'un d'invincible, avec des pouvoirs importants. Serge Lefebvre s'est très certainement toute sa vie senti rejeté ou abandonné. Il se sentait surtout incompris de ce fait. Le 11 septembre 1979, un jeune homme se rend dans une banque de la région de Québec avec l'intention d'y commettre un vol. Il était suivi par des enfants qui croyaient que c'était une espèce de mascotte qui était entrée au centre commercial. Il était venu avec sa voiture, accompagné de sa petite amie. Il a laissé sa petite amie dans la voiture. Et puis il est allé commettre son vol. Il est entré dans la banque et il a tiré 2 coups de feu en criant qu'il s'agissait d'un vol. Allez, dépêche, grouille! Et vous, pas de bêtises, hein? Tu te dépêches, je t'ai dit! Alors, et l'ours a pris une des caissières en otage. Elle était paniquée, la pauvre. Allez, dépêche-toi, on va pas y passer la nuit, là! À ce moment, l'agent de sécurité de la banque est intervenu. Allez, ma jolie, commence pas à m'énerver, dépêche! Lâche cette femme et abaisse ton arme! C'est à ce moment-là que Serge Lefebvre est arrivé. Le voleur tenait toujours la caissière par la gorge. Il avait l'arme pointée sur sa tête. Bien que l'angle de tir ne soit pas dégagé, Serge Lefebvre dégaine son arme. Le voleur est certain qu'on ne tentera rien tant que l'otage est à proximité. Mais le sergent Lefebvre tire plusieurs fois. Les balles frôlent l'otage. Lefebvre a de la chance, le voleur est atteint. Il a eu beaucoup de chance d'atteindre sa cible et de ne pas avoir touché l'otage. Vous êtes malade! Ça va pas la tête! Lefebvre a gravement blessé le voleur à l'épaule, qui décédera de ses blessures quelques heures plus tard. Oh. Il est dingue! Il aurait Ça va pu aller, me tuer. ça va aller. Il est Calmez-vous, dingue! calmez-vous. Arrêtez-le! Ouais, calmez-vous, voilà. Ça va pas la tête, hein? C'est ma vie à moi aussi! Vous êtes malade! Laissez-le, Il a failli me tuer laissez-le, pour qu'il se ça va, rende. ça va. Vous vous rendez compte? J'aurais pu mourir! Oui, oui, oui. Tout va bien maintenant. C'est vrai que ça faisait cow-boy. D'abord qu'un policier tire sur un preneur d'otage, alors que l'otage est à bout portant et qu'il en meurt. Ouais, ça a fait la une des journaux. Lefebvre était un homme qui n'avait pas une réputation de tireur. Mais tout le monde savait qu'il aimait jouer avec son arme de service. Les gens que j'ai rencontrés étaient contents qu'un policier prenne les choses en main. Nos concitoyens le considéraient comme un héros. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été décoré. Il a accepté cette médaille parce qu'il y était obligé. Mais psychologiquement, je pense qu'il n'en voulait pas. Parce qu'il disait qu'il ne la méritait pas. Ses collègues l'ont entendu dire ça. À la base, on a affaire à un individu qui a une faible estime de soi. Ce qui sous-entend qu'il a toujours besoin de se prouver qu'il est tout à fait capable de commettre un acte héroïque, ou de bravoure si vous préférez. Ce qui lui permet de revaloriser son estime de soi. Et comme souvent, ce genre d'attitude amène à une augmentation négative de l'ego. Il avait une double représentation de lui-même. L'image qu'il présentait n'était pas du tout l'image qu'il avait de lui à l'intérieur. Il se sent bon à rien, mais même s'il a posé un acte héroïque, son estime de soi disparaît vite. On ne peut pas laisser de côté la vie de la victime de cette prise d'otage.
La caissière a persisté à dire que jamais ce policier n'aurait dû être décoré pour ça. Au contraire, qu'il aurait dû être puni parce que son geste avait été dangereux. Et que c'était un miracle qu'elle n'ait pas été tuée. Certains collègues du sergent Lefebvre sont du même avis. Lefebvre n'en est pas à ses premiers excès. Il a des problèmes. Pourtant, rien ne transparaît. Lefebvre est bien vu dans le public et par les médias. Les contacts que j'ai eus avec Serge Lefebvre ont toujours été bons. C'était quelqu'un d'amical, toujours prêt à rendre service, et qui était disponible. C'était un homme qui aimait se mettre en évidence, se mettre en valeur. Et il était loin de fuir les photographes, par exemple. Il aimait poser. Je me souviens d'une photo qui avait été prise sur les lieux d'un grave accident de voiture. Une voiture qui était tombée d'une falaise. Quand le photographe a voulu le prendre en photo, il a mis la main sur la crosse de son arme et, enfin, il a pris, disons, un air victorieux, vous voyez. À cette époque, il n'y avait pas de service de relations publiques comme on en a aujourd'hui dans les services de police. Les journalistes et les policiers, ce sont deux mondes complètement différents. Et, je dirais quasiment hermétiques. Donc, les deux contacts entre les deux sont très rares. Alors, quand on avait un homme comme Lefebvre, qui collaborait avec nous, eh bien, on l'adorait. À l'époque, aucune voix ne s'élève pour faire état de l'impulsivité du sergent Lefebvre, ni de ses comportements souvent téméraires, voire suicidaires. Allez, on va s'amuser un peu. On rapporte même qu'il allait jusqu'à jouer à la roulette russe pour montrer à ses collègues son mépris de la mort. Vous la voyez, celle-là? Vous la voyez bien? On va bien rigoler. Ça va être très drôle. Bon! Lefebvre était un homme qui n'avait pas une réputation de tireur. En arme de service. Laisse ça, Lefebvre, arrête! Ses collègues disaient « Attention, un de ces jours, il va finir par t'arriver un accident. » Refais plus ça. T'es vraiment taré. Ouais, c'est une blague. Il jouait carrément avec son arme. De temps en temps, ça lui prenait de la pointer vers une affiche de cible humaine. Il aimait ce genre de choses. Ses collègues lui rabâchaient sans cesse d'arrêter de jouer à ce jeu. Que ça risquait de devenir dangereux, mais lui répondait que non. Une autre fois, après avoir intercepté une voiture qui, dans une poursuite, a heurté 2 fois la sienne, dans un accès de colère, il tire une balle dans chacun des pneus. Plus tard, lorsqu'un collègue le lui fait remarquer, il ne s'en souvient pas. Oh, mais vous êtes fous, Allez, viens quoi, par là. ici! Tu vas voir, ça! Allez! Allez, par là! Montre ce qu'il y a dans les poches, hein! Allez, hein! Mais Serge Lefebvre est le moindre des soucis de ses supérieurs. Les forces de police de Sainte-Foy sont déchirées par de multiples conflits. Le chef de police de l'époque, André Sainte-Marie, est mis en cause et semble ne plus avoir aucun contrôle. Les agents du service de police de Sainte-Foy étaient policiers, pompiers et ambulanciers. Côté protection, les gens n'ont jamais eu à se plaindre. Sauf que c'est à l'intérieur que ça se passait bizarrement. Un chef de la police s'est vu contesté par ces hommes. Sans parler de la présence d'un enquêteur qui trempait dans toutes les magouilles, qui était craint par son chef de police. Il y a eu un président de syndicat qui, lui aussi, s'est fait remonter les bretelles. Alors que des enquêteurs, le syndicat et le chef de police de Sainte-Foy s'affrontent, et que le chef Sainte-Marie engage un détective privé pour espionner ses propres enquêteurs, les policiers sont livrés à eux-mêmes. Il y a eu toutes sortes de cas bizarres. Il y a eu des fervents religieux, un groupe qu'on appelle aussi les Fous de Jésus, et un prêcheur qui avait réussi à convertir plusieurs de ses confrères. Plusieurs policiers ont fait une dépression. Et il y a eu un officier qui a été tellement perturbé qu'il s'est mis à faire du macramé pendant ses heures de service. Et puis j'en oublie. Ce qui se passait dans les coulisses du commissariat, on n'en savait rien. C'est par la suite qu'on l'a appris. Par les enquêtes. L'enquête de la commission de police, vous voyez? C'est là qu'on a appris tout ça. Mais, lors des événements, on n'était pas au courant de tout ça. Tout allait très mal dans le corps de la police de Sainte-Foy, mais aussi dans la tête du sergent Serge Lefebvre. Personne ne soupçonnait sa fragilité, qui allait bientôt lui faire commettre des crimes d'une extrême gravité.
Le sergent Serge Lefebvre est apprécié par les médias et vu comme un héros par la population. Mais c'est un homme mal dans sa peau et dissimulant de profondes blessures. Serge Lefebvre se voyait comme étant quelqu'un d'invincible, avec des pouvoirs importants. Son intervention lors d'un vol qualifié, quand il avait tiré pratiquement à bout portant sur la personne qui avait pris en otage la caissière, les témoins ont eu l'impression que c'était quelqu'un qui jouait une sorte de rôle ou qui se donnait une importance ou une grandeur qu'il n'avait pas du tout. Dans la réalité, Serge Lefebvre s'est toujours considéré comme un mauvais policier, compte tenu de la faible estime de soi qu'il avait de lui-même. Il n'avait pas eu une enfance heureuse, avec un père militaire, alcoolique et violent. C'est un père nocif qui l'a rabaissé, l'a traité de bon à rien. On est donc devant un individu qui a eu une carence dans son développement affectif, qui a un comportement inadéquat, qui est anxieux, qui éprouve d'énormes difficultés à gérer ses émotions négatives à cause d'une estime de soi quasi inexistante. En plus de ses actions téméraires et de son impulsivité, le sergent Lefebvre est réputé pour régulièrement arriver le premier sur les lieux de cambriolage se produisant dans les commerces de Sainte-Foy. À cette époque, très peu de journalistes couvraient ce genre de faits divers, qui n'intéressaient pas grand monde. Il faut le dire, c'était des petits cambriolages, c'était des effractions, quelques bris de vitres, des tiroirs crochetés ou défoncés. Les montants de ces vols étaient presque misérables. Il s'agissait de sommes de 20, 30, 40 dollars. Quelquefois, ça pouvait dépasser les 100 dollars. Ces butins n'avaient pratiquement aucune valeur, mais ils étaient récurrents. Et il n'y avait aucune trace du passage dû ou des voleurs. Certains agents de patrouille avaient des difficultés à comprendre ce qui se passait. On parlait pourtant d'un mode opératoire identique dans le déroulement de ces cambriolages. Mais la police avait d'autres chats à fouetter. C'est sûr que c'était pas très drôle pour le commerçant qui arrivait le matin de trouver sa vitrine détruite et de s'apercevoir qu'il lui manquait quelques articles. On a remarqué que ces vols se produisaient lorsque Serge Lefebvre était en service. Et comme il était sergent de patrouille, il était responsable de déterminer les secteurs où les policiers devaient se rendre. La vérité est que le sergent Lefebvre était à proximité parce que c'était lui qui commettait ces cambriolages. Des cambriolages de si peu d'importance qu'il était difficile d'en comprendre le motif et surtout d'imaginer qu'un policier les commettait. Pour lui, commettre un vol était une façon de gérer ses émotions négatives. Et donc, pour se calmer, voler l'aidait à gérer son stress, à gérer ses affects négatifs, son manque d'estime de soi. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que dans ce dossier, on a affaire à un individu qui a peut-être commis plus de 300 vols. Donc on a affaire à quelqu'un qui a un comportement qu'on appelle compulsif. Mais Lefebvre n'est pas un simple voleur compulsif. Ses réelles motivations sont de nature sexuelle. Ce qu'il recherche au cours des 300 vols qu'il a commis, ce sont des objets féminins. Lefebvre est fétichiste. Le fétichisme est une déviance sexuelle qui consiste généralement à ressentir une excitation par des sous-vêtements féminins, des talons aiguilles, du cuir ou du latex. C'est une déviance sexuelle qui provient, je dirais, de l'enfance. Un individu va être très excité par justement un sous-vêtement féminin, comme une petite culotte par exemple. Et cette petite culotte va devenir son premier amour. Ce sera donc difficile pour lui en grandissant de se débarrasser de cet objet de plaisir, et puis cette déviance va demeurer chronique, et elle le demeurera toute sa vie.
La plupart du temps, ça déclenchait le système d'alarme. Et l'alerte était donnée à la centrale de police de Sainte-Foy. Et elle, à son tour, transmettait le message aux patrouilleurs. Lefebvre patrouillait seul dans sa voiture banalisée, alors que généralement, ses confrères étaient 2 par véhicule. Du calme, les gars, prenez votre temps, je suis pas loin, je serai là dans 3 minutes. On parle de 300 vols, on parle de comportement compulsif. Commettre ce genre de larcin apporte une montée d'adrénaline, donc d'excitation, même s'il sait que c'est un crime. Pour cet individu, il y a toute la préparation qui devait également être très excitante. Mais il doit toujours recommencer, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que s'il trouve un trésor, donc une paire de sous-vêtements ou une petite culotte dont il va éventuellement se servir pour se masturber, eh bien, il doit toujours reproduire le comportement. Et cela n'a pas de fin. À partir du moment où il a exécuté, je dirais, son délit, un sentiment de vide intense arrive et pour lui, c'est dramatique. Il ne doutait de rien, et il était très à l'aise en agissant de la sorte. Pour la simple et bonne raison qu'il ne se faisait jamais coincer. Ce qui explique pourquoi sa façon de procéder était toujours la même. Sauf en ce mois de juillet 1985, quand il s'est produit le dramatique événement dans les locaux du dépôt dentaire du Québec. Ce jour-là, un événement particulier va se produire et malheureusement, Lefebvre ne pouvait pas le savoir. Jean Lefebvre cache une déviance, issue de son enfance et de la relation difficile qu'il avait avec un père autoritaire. Pour satisfaire cette déviance, il commet des cambriolages régulièrement. Comme il était sergent de patrouille, il était responsable de déterminer les secteurs où les policiers devaient se rendre. Il pouvait donc facilement les envoyer travailler ailleurs pendant qu'il allait commettre ses larcins. Il savait parfaitement dans quel secteur de la ville ses coéquipiers patrouillaient, à quel moment il pourrait intervenir et le temps qu'il leur faudrait pour arriver où ils se trouvaient. Ce qui lui donnait tout le temps de ramasser ce qu'il avait choisi d'emporter. Les endroits où il commettait des vols, des cambriolages, étaient très variés. Ça pouvait être... ça pouvait être n'importe quoi. Des boutiques de lingerie, de vêtements, des bureaux de tabac, un dispensaire, des endroits de ce genre. Il agissait toujours en pleine nuit. Et les locaux du dépôt dentaire étaient pour lui un endroit tout à fait comme un autre. On avait été informé que le voleur recherchait des vêtements féminins, qu'il avait un côté fétichiste. Ce n'est pas quelque chose dont on parlait ouvertement à l'époque. Ils sont tous différents.
Certains fétichistes vont préférer des sous-vêtements neufs, d'autres des sous-vêtements usagés, des vêtements qui ont été utilisés. Ce n'est pas pour rien que certains, quelquefois, vont aller commettre des vols, commettre des effractions de domicile. Ce qui se passe pour un individu fétichiste, c'est que le sous-vêtement a une vie propre. Donc cela sous-entend qu'il a été porté. Par conséquent, qu'il porte l'odeur de la femme. Et pour un fétichiste, c'est comme avoir une relation intime avec cette femme. De ses propres aveux, le sergent Lefebvre a commis entre 300 et 400 cambriolages. Mais cette fois, rien ne se déroulera comme il l'avait prévu. D'habitude, l'alarme retentirait à Sainte-Foy et que les policiers de Sainte-Foy seraient envoyés sur les lieux. Le système d'alarme du commerce où il a commis son vol a été relié depuis peu au central de la police de Québec, au lieu de celui de Sainte-Foy. Ce sont donc les policiers de la ville de Québec, Giguère et Tétu, qui se rendent au dépôt dentaire. À leur arrivée, ils reconnaissent une voiture banalisée de la police de Sainte-Foy et concluent que des collègues sont déjà sur... L'agent Tétu va rester à l'extérieur pendant que son confrère Giguère pénètre dans les locaux, mais sans prendre aucune précaution. Comme il aurait fallu, comme la procédure l'obligeait à en prendre. La sonnerie d'alarme d'un commerce est probablement la chose la plus banale pour un policier en patrouille parce que 9 fois sur 10, il ne se passe rien. Lefebvre n'a pas entendu le message demandant aux équipes de patrouille de se rendre sur les lieux du cambriolage. Et c'est ce qui explique pourquoi il a été pris en flagrant délit. L'agent Giguère a été abattu de 2 balles dans le dos. Et son corps a été retrouvé dans une pièce du fond de l'établissement. Quand les secours l'ont trouvé, il avait sa tablette, son carnet de notes était glissé sous un bras, et il n'avait pas dégainé son revolver. Il avait un cure-dent dans la bouche, c'était une habitude d'après ce qu'on nous a dit plus tard. Dès que l'agent Tétu a entendu les coups de feu, il a lancé l'alerte. Il a demandé une équipe de renfort et une ambulance, en précisant qu'il restait dans son véhicule. Qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Serge Lefebvre s'est servi de sa position, du fait qu'il était en uniforme, pour sortir de l'immeuble et appeler Yves Tétu comme il l'a fait en lui faisant signe, on imagine. Donc Yves Tétu, croyant que c'était un policier qui était là pour l'aider, pour lui venir en aide, qu'il ait choisi de l'abattre comme ça, c'est absolument épouvantable. Il n'y a pas de mots pour décrire cette situation. Ce double meurtre est un choc pour tous les policiers de la région de Québec et il est inexplicable. Pourquoi assassiner de sang-froid 2 policiers pour un banal cambriolage ? Effectivement, on se demandait pourquoi aller voler dans un endroit comme un dépôt dentaire. Je veux dire, c'était impensable qu'on puisse y trouver des sommes d'argent aussi importantes. Les enquêteurs constatent que les policiers assassinés n'ont eu aucun geste de défense. Yves Tétu a même des traces évidentes de poudre sur le front. Les traces de poudre indiquaient que l'assassin avait tiré à bout portant. Pour qu'il ait pu tirer à bout portant, il y avait des chances que les victimes aient été en terrain de confiance. Avant qu'on sache que c'était Lefebvre, on suspectait déjà que ce soit un policier. Parce que c'est pas logique de savoir que, d'une part, Yves Tétu attend des renforts, et d'autre part, qu'on retrouve des restes de poudre sur son front. D'où j'étais, je voyais le dépôt dentaire et les équipes de secours. Et ça faisait seulement quelques secondes que j'étais là, lorsque j'ai vu s'avancer vers moi un véhicule de la police de Sainte-Foy. Serge Lefebvre se demande si les circonstances de ces meurtres pourraient faire remonter l'enquête jusqu'à lui. Il a l'habitude de commettre des cambriolages sans jamais être soupçonné, mais ce soir de juillet, 2 hommes sont morts. Je le connaissais depuis quelques années. Et il a baissé sa vitre et il m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je lui réponds « T'es pas au courant ? 2 policiers de Québec viennent de se faire descendre lors d'un vol par effraction. » Sa réaction a été de dire « Non, c'est pas vrai, c'est impossible !» Je me souviens très bien du visage de Lefebvre quand il m'a dit ça. Il avait l'air déboussolé, et ça m'a frappé. Il était abasourdi et blanc comme un linge. Qu'espérait Serge Lefebvre en revenant sur les lieux des meurtres? Croyait-il qu'en affichant une fausse crédulité, il parviendrait à brouiller les pistes? Lefebvre ne le sait pas encore, mais les soupçons se portent déjà sur lui. Et il lui reste peu de temps avant d'être découvert et arrêté. Le 3 juillet 1985, le sergent Lefebvre abat de sang-froid le policier Jacques Giguère qui l'a surpris dans un dépôt dentaire où il est entré par effraction, alors qu'il se livrait à une activité. Pourquoi Serge Lefebvre a-t-il réagi en tirant sur Monsieur Giguère? C'est incroyable. À l'intérieur d'un sac, il avait trouvé une paire d'escarpins et s'était masturbé. Et lorsque le policier l'a pris sur le fait, il a probablement eu honte. Qu'on découvre le comportement sexuel déviant qu'il venait d'avoir. Ce sentiment Le 3 juillet 1985, je travaillais à la radio. Je commençais à 5 h, donc je me levais à 3 h 15. Dès que je me levais, je me branchais sur la radio de la police. Et là, j'ai entendu une voix haut perché qui criait « Ça tire ici !» Ça tire! Vite! À l'aide! Ça tire ici! Ça m'a glacé le sang parce que c'était vraiment une voix terrorisée. Et... oui, votre sang se glace. La nouvelle du meurtre de Giguère et Tétu met les policiers de la région de Québec en alerte maximum. On craint qu'un tueur toujours en liberté cible les policiers, et tous les efforts sont mis pour le retrouver. Il y a eu une espèce de chasse à l'homme qui était menée par les médias et qui était suivie de façon très assidue par tout le monde. L'ambiance était électrique, angoissante.
Dans les heures qui ont suivi, la rumeur s'est installée disant qu'il pouvait avoir été accueilli par quelqu'un en uniforme. On a su aussi qu'il y avait eu des analyses, des traces de pneus qui permettaient de conclure que ça pouvait appartenir à une voiture banalisée, utilisée généralement par les enquêteurs ou les officiers pour patrouiller. Avec une telle information, les enquêteurs ne tardent pas à vérifier l'emploi du temps du sergent Lefebvre et surtout à s'assurer qu'il concorde avec d'autres sources et d'autres témoignages. Son journal de bord établissait qu'il se trouvait à l'ouest de la ville de Sainte-Foy, dans un secteur totalement différent. Quand les enquêteurs ont su que je lui avais parlé, ils ont interrogé leurs confrères qui étaient sur les points de contrôle pour apprendre que les autres avaient aussi vu Lefebvre. Cela prouvait que Lefebvre mentait. Et surtout, qu'il avait inscrit de fausses indications dans son journal. C'est ce qui a permis aux enquêteurs de lui téléphoner le lendemain matin en lui disant « Écoute, on aimerait te rencontrer, on a des questions à te poser. » De fait, Lefebvre était déjà sous filature. Oui, allô? Quoi? D'accord. Non, je suis chez moi. Je me repose. Pas de problème. Oui, j'arrive. Il est passé au commissariat de police de Sainte-Foy pour récupérer son arme de service. Il a garé sa voiture sur le terrain de l'aquarium et il a grimpé sur la structure du pont de Québec. Parce qu'il était surveillé de très près, l'alarme a été donnée à temps dès qu'il est devenu évident que le sergent Lefebvre allait attenter à ses jours. Rapidement, policiers et journalistes se sont dirigés vers le pont de Québec. Ses collègues se sont approchés de lui et puis ils ont essayé les uns de discuter et les autres d'essayer de l'empêcher de sauter. Allez, Lefebvre, arrête-toi! Fais pas l'idiot! Il avait l'intention de se suicider, mais il n'a pas sauté dans l'eau glacée. Je ne sais vraiment pas ce qui l'a fait reculer. Lefebvre! Attends! Arrêtez! Il s'est tiré une balle dans la poitrine. Parce qu'il ne voulait pas se tirer une balle dans le visage pour ne pas se défigurer, pour ne pas que ses enfants puissent le voir défiguré. Mais Lefebvre rate son coup. Il se blesse sans vraiment mettre sa vie en danger. Son arme lui échappe des mains et tombe dans le fleuve. Même si la cible était plus proche, mais il y avait de la haine vis-à-vis de Lefebvre, c'est certain. Mais les policiers ont réussi à faire leur travail de façon positive. Ils ont réussi à garder le contrôle de leurs émotions par rapport à Lefebvre. Pour les policiers, comme pour la population, l'affaire était résolue. Même s'il n'y avait aucun témoin et qu'il fallait encore réunir toutes les preuves matérielles possibles en vue du procès, notamment l'arme du crime. Le fait justement d'échapper à une surveillance, le fait d'aller chercher son arme et de vouloir se suicider, c'était clair et net qu'il savait qu'il était non seulement suspect numéro 1, la police avait trouvé et avait conclu que c'était lui. Les plongeurs de la Sûreté du Québec m'ont raconté comment ils ont réussi à trouver le revolver de Serge Lefebvre au fond de l'eau. Je vais vous donner une idée précise du travail qu'ils ont dû fournir pour y arriver. En premier lieu, il y a la profondeur du fleuve, à cet endroit d'environ 50 mètres.
Ensuite, le courant est d'à peu près 15 km/h sous le pont Québec. Et la visibilité est à peu près nulle. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Les équipes de plongeurs de la Sûreté du Québec ont réussi jonchées de sédiments, de bois. Une vache ne retrouverait pas son veau là-dessous. Bref, ils ont été tenaces parce que ça leur a pris un mois. Et ils ont ratissé le sol au centimètre près et ils ont fini par le trouver. La police de Québec pense avoir réuni toutes les preuves nécessaires pour que soit enfin jugé Serge Lefebvre, soupçonné du meurtre de 2 policiers. La population et tous les médias du Québec attendent ce procès avec impatience. Mais là encore, Lefebvre va leur réserver une surprise. Le 3 juillet 1985, le sergent Serge Lefebvre de la police de Sainte-Foy assassine 2 policiers de Québec qui l'ont surpris en plein cambriolage. L'affaire de l'assassinat était considérée comme un fait unique au Canada. Aux États-Unis, peut-être pas, mais je me souviens qu'en 85, on disait que c'était un cas unique. Quelques jours plus tard, le sergent Lefebvre, se sachant soupçonné, tente de se suicider sur le pont de Québec. Dès son rétablissement, il est où il est prévu qu'il plaide non coupable. Amené de l'hôpital au bureau du coroner, qui est au Canada, et qui enquête sur les crimes de cause indéterminée ou violents. Bref, toute la presse faisait le pied de grue devant le bureau du coroner. Lefebvre faisait pitié à voir, parce qu'il était vraiment physiquement très diminué. Au procès, il n'a jamais regardé les gens, il regardait toujours par terre. Le juge a demandé à entendre l'enregistrement des conversations entre les agents Giguère et Tétu et la centrale de police. Le cri d'alarme lancé par l'agent Yves Tétu, la résonance du coup de feu, son hurlement juste après avoir reçu la balle. Est-ce que c'est le coup de feu ou le cri qui ont agi comme électrochoc sur Lefebvre? En tout cas, c'est à ce moment qu'il a craqué. Son avocat a demandé un ajournement et, quand il est revenu, il a plaidé coupable. Pour un tel cas, la sentence est automatique. Pour le meurtre d'un policier, c'est 25 ans minimum, sans libération conditionnelle. C'est la prison à vie, avec un minimum de 25 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. C'est une situation terrible. Une des pires punitions qu'un policier peut avoir est de se retrouver en prison, avec les délinquants qu'il a contribué à mettre sous les verrous. Après plusieurs années d'enfermement, était devenu une sorte de conseiller auprès des détenus, et puis qu'il avait une conduite exemplaire. Serge Lefebvre a une conduite irréprochable en prison. Et après 15 années, il demande une révision judiciaire afin d'obtenir 25 ans de sa peine. Lorsque je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi il avait abattu ses collègues, il n'a jamais répondu clairement. Il évitait les questions qu'on lui posait. Il se contentait. Qu'il faisait régulièrement à chacune de nos rencontres toute une série de reproches à la police de Sainte-Foy. Il reprochait à la ville de Sainte-Foy, au service de police de la ville de Sainte-Foy, de ne pas l'avoir aidé, de ne pas être intervenu pour l'aider à régler les problèmes qu'il avait à l'époque. Tout individu prend le dessus. Dans le cas particulier de Serge Lefebvre, on a affaire à quelqu'un qui, possiblement, s'est senti
Faire le parallèle entre un enfant et une maison. L'enfant va se construire brique par brique, si vous voulez. Et c'est sûr que si la structure de base n'est pas solide, c'est sûr qu'en grandissant, donc en bâtissant la maison au fil des années, cet enfant risque d'avoir un parcours de vie plutôt chaotique. C'est ce qui explique pourquoi Serge Lefebvre, tout au long de sa vie, s'est senti rejeté ou abandonné, incompris de ce fait. Il y a des personnes qui plaident coupables et qui vont s'ouvrir complètement comme un grand livre, qui vont admettre leurs crimes. On le voit même des fois, et c'est très émouvant, des gens vont pleurer, vont se dévoiler, ils vont s'ouvrir complètement. On n'avait pas cette impression concernant Serge Lefebvre. La société était un peu différente dans ces années-là. Et c'était beaucoup plus fermé. C'était... À l'époque, le monde des policiers était un monde macho, donc fermé d'une certaine façon. Quand il y avait des actes répréhensibles venant de policiers, ça se réglait en interne la plupart du temps. Ce n'était pas étalé sur la place publique. On parle d'une époque où les programmes d'aide psychologique qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas, bien sûr. Oui, c'est certain qu'il fallait être particulièrement courageux pour accepter d'avoir de l'aide ou en demander. C'était pas évident. Et c'était, je pense, mal vu aussi qu'on sache que quelqu'un avait besoin de conseils psychiatriques, d'une aide quelconque, pour passer à travers un problème. Lefebvre obtient une libération conditionnelle en 2003. Après quoi, on n'entend plus parler de lui jusqu'en 2012, où de nouveau, il est surpris en train de commettre une série de vols en apparence anodins. Tout le monde est choqué d'apprendre que ce n'est pas un seul crime qu'il a commis, mais bien plusieurs, et de façon répétée. Je me souviens qu'il est allé jusqu'à dérober des vêtements dans des dépôts dédiés aux gens dans le besoin. Des sous-vêtements féminins usagés. De nouveau arrêté, la libération conditionnelle de Serge Lefebvre est révoquée. Dans les mêmes établissements. Cela démontrait bien, en tout cas selon nous, que cet homme n'avait jamais vraiment réglé les problèmes qu'il avait à l'époque, en 85. Eh bien, le fétichisme fait partie du panel des déviances sexuelles qui sont chroniques. Il est donc difficile de s'en débarrasser complètement. Quand l'individu vit une période beaucoup plus difficile dans sa vie par rapport à certains événements, il devient donc plus vulnérable et à ce moment-là, ces vieux démons ressurgissent et le comportement sexuel déviant refait surface et prend le dessus.